Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Vidéo en mode lunettes noires pour nuit blanche parce que si je les enlève j'ai les yeux qui me brûlent, donc on va s'abstenir. Vous avez un peu l'habitude maintenant. Alors ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, ou plutôt ça faisait un petit moment que on me la demandait, parce que je parle régulièrement de mon amour passé avec la scène heavy metal américaine des années 80. Forcément on me demande pourquoi tu ne ferais pas une vidéo consacrée à ton regard sur cette scène, tes souvenirs, ce que t'en penses, etc. Le jour de cette vidéo est venu. Alors je me doute que ça va pas péter des records de vues parce que voilà, c'est très particulier et que ça ne passionne pas tout le monde. Je suis très content de faire cette vidéo en tout cas. Alors pour bien dire les choses, je vais parler en face cam de mon regard sur cette scène, et ensuite je pense que je vais vous faire un tour de ma collecte de CD, vinyle. Je vais faire un peu, voilà, faire un truc un peu complet, un peu comme j'avais fait pour Michael il y a très longtemps. Alors, comment j'ai découvert la scène heavy metal? Eh bien, de mémoire, c'est en 1983, donc j'avais 11 ans. Un samedi soir chez mon père, où j'allais tous les 15 jours pour le week-end. Je regarde Les Enfants du Rock. Et le clip de la semaine, c'était Look That Kill de Motley Crue. L'album Shout Out the Devil venait tout juste de sortir. Jusque là, le hard rock, ça me parlait pas du tout. J'étais à fond Michael, Prince. À part ça, j'écoutais des trucs, Duran Duran, Depeche Mode, Kim Wilde, je me souviens. Enfin voilà, des trucs comme ça quoi. De la pop quoi, pop rock, mais pas vraiment. En fait, c'est même pas que j'aimais pas, c'est que je connaissais pas. Si, enfin si, ce que je connaissais, j'aimais pas du tout. Je connaissais, il y avait quoi de connu, Iron Maiden, j'aimais pas du tout. AC/DC non plus. Et puis après, c'était des trucs vraiment hard rock que je trouvais à l'époque inaudibles. Enfin inaudibles. Douloureux quoi à l'écoute, genre Judas Priest, Metallica, etc. Donc là je vois ce clip de Look That Kill et je trouve la chanson démente et le clip aussi. Aujourd'hui il est ridicule et donc génial. Bref, donc je regarde ce truc, ça me choque complètement. Je me rappelle même que le lendemain j'appelle mon meilleur pote Tony pour savoir s'il avait vu l'émission. Et il me dit ouais j'ai vu, c'est incroyable ce truc. Bref, en gros il avait tous deviné pourquoi je l'appelais et on avait en fait tous les deux eu le même coup de foudre pour le même clip, voilà, dans la même émission. C'était marrant. Donc je découvre Motley Crue, je file à la Fnac. À la Fnac rue de Rennes, je me souviens très bien, où je vais pour la première fois de ma vie au rayon hard rock et je cherche le disque où il y a cette chanson, puisque bien évidemment pas d'internet à l'époque, à la radio c'était même pas la peine d'espérer entendre ce genre de truc, et le clip risquait pas de repasser, donc pour réentendre la chanson, tu n'avais aucun autre choix que de te procurer l'album ou la cassette, selon, voilà, et donc je vais et je me prends l'album. Et je me rappelle même que j'étais vachement impressionné parce que c'était un, je l'ai là, je vous le montrerai tout à l'heure. Il était magnifique, sur la couve c'était il y avait un flocage, c'était noir sur noir, et à l'intérieur c'était gatefold, donc en fait ça s'ouvrait et t'avais des photos de tous les membres du groupe, mais des photos tellement spectaculaires. Ah, ce serait marrant que je vous le montre maintenant. Voilà l'objet, mon tout premier contact avec la scène heavy metal. Voilà. Ouais, si je retourne, déjà je vois ça, je me dis what? Alors en plus ça, faut savoir que c'est une photo extraite du clip, donc en plus je reconnais le clip et tout, et l'objet est tellement classe quoi. En fait je suis aussi impressionné parce que c'est très haut de gamme quoi, le truc quoi. Et voilà, j'ouvre et il y a ça quoi. Et là, je suis sur le cul quoi. Découverte du coup de Nikki Sixx. Je me dis mais qui est ce mec là, lui là en fait, et je me dis mais lui il est trop cool quoi, et il m'avait scotché quoi, et ça a durant de longues années été un des mecs que je trouvais visuellement le plus extraordinaire de toute la scène heavy metal. Voilà, donc Nikki Sixx, si vous savez pas, c'est celui-ci. Hop, je vous montre. Voilà, c'est lui. Ici. Bref, je me procure le disque, je rentre chez moi, je le mets et je me prends une baffe énormissime. Je tombe complètement en adoration de cette, comment dire, de cette violence en fait. C'est la violence, en fait, je vais vous dire les choses quoi, qui me séduit dans ce disque. Et la violence, pas tellement du chant, mais vraiment du son, la puissance. Plus que la violence, parce que la violence, on pourrait me dire, il y a beaucoup plus violent, il y a Metallica, il y a Iron Maiden, même, qui est franchement plus violent. Mais ce que j'adorais, par exemple, chez Motley Crue, et où j'ai vite compris que pas mal de groupes de hard rock n'allaient pas me parler, par contre, c'est qu'il y avait quelque chose, je vous en parle souvent d'ailleurs en matière de musique, moi je suis un amoureux des sons chauds,
c'est-à-dire tout ce qui fait la basse par exemple, ou même en rythmique, il me faut des rythmiques chaudes. Voilà, les rythmiques son de casserole, tout ça, j'y arrive pas. Une des raisons pour lesquelles j'ai jamais pu écouter Korn par exemple, c'est que c'est pas possible. Toute la rythmique, c'est pas possible. Il faudrait refaire tout Korn, mais avec des sons de batterie beaucoup plus dans les basses, quoi. Donc, les mélodies, les refrains, enfin, je trouve ça absolument génial. Et je commence du coup, mais tout ça, ça se passe très vite, hein, c'est en voilà, une semaine, 15 jours, quoi. Je commence à aller fouiner, en fait, dans le rayon hard rock, parce que je me dis, mais je suis sûr qu'il y a d'autres groupes que j'aimerais. Et je me mets aussi à acheter la presse heavy metal, qui pour moi était inexistante, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des magazines, je voyais les couves, mais enfin, c'était ridicule, enfin, je trouvais ça complètement bidon. Ces mecs-là, enfin, ça me parlait pas du tout, pas du tout. Donc là, tout d'un coup, ça me parle à mort. J'y vais, je regarde et tout. Et comme effectivement, on était en 83, et je vais vite y revenir, mais c'était donc, on était dans les premières années de l'explosion du heavy metal aux États-Unis, et plus précisément du phénomène glam metal, ce qu'on a appelé le glam metal, air metal, enfin selon, en France on disait RDFM, enfin, qui en fait commençait à vraiment vendre, voilà, tout simplement. Et donc ces groupes-là étaient également bien sûr mis en avant par la presse française spécialisée. T'avais tous ces groupes qui étaient montrés, quoi. Alors donc là j'hallucine, et donc je ne sais plus trop comment, mais je vais regarder les pochettes et me fier énormément à l'apparence. C'est-à-dire que je vais, puisque je n'ai pas les moyens d'acheter tout, évidemment, qu'en France en plus le hard rock est totalement impopulaire, donc c'est pas par les médias, enfin c'était exceptionnel que les enfants du rock passent à un clip d'un groupe de heavy metal. Donc je regarde les pochettes d'albums, et c'est à travers le look, l'apparence, les codes visuels, que j'essaye de deviner si éventuellement, musicalement, ça va me parler ou pas. Et c'est marrant parce que c'est là qu'on voit qu'effectivement, sur cette scène-là, en tout cas au début, c'était extrêmement important, même plus qu'important, c'était décisif. L'apparence du groupe, ou les codes visuels, hein, parce que c'est pas uniquement les tronches ou sur des photos, c'est la pochette, des choses comme ça. Le logo même, la forme d'un logo. Et je vais découvrir très peu de temps après le groupe Dokken. Je sais plus pourquoi c'est vers lui que je suis allé, et ça va s'enchaîner. Ensuite, Rat, il me semble, va venir Bon Jovi avec Fahrenheit. Que je me souviens avoir acheté à l'aveugle, hein, et parce que je connaissais pas une seule chanson de Bon Jovi. Et mais par contre j'en avais entendu parler, il y avait dû y avoir un article dans Hard Rock Magazine ou je sais pas quoi, et c'était voilà, une prise de risque, mais ça m'a démonté. Et c'est d'ailleurs là où je me suis dit, ok, Bon Jovi c'est encore plus ce que j'aime que Motley Crue. Alors à l'époque, hein, donc 11-12 ans. Voilà, Bon Jovi donc encore plus pop, d'énormes nappes de synthé. Je trouvais ça complètement dingue. Ce qu'il y avait de hard rock dans Bon Jovi, enfin surtout les premiers, hein, c'était les arrangements quand même, des énormes solos, puis un chant parfois très agressif qu'il a perdu par la suite, et ce sentiment de puissance, la puissance mélodique, la puissance de tout en fait. Donc voilà, ça c'est pour ma déco, et ensuite ça a été de mal en pis. Après, il n'y a plus de limite. Là, je suis devenu complètement dingo, et ça a été comme ça jusqu'en 80. 7, un truc comme ça, au moins. Donc pas mal d'années quand même, et puis des années importantes en plus, voilà, toute mon adolescence, vraiment, enfin préadolescence et adolescence. Alors ce mouvement étrange, c'est comme un phénomène assez dingue. Le glam metal, les influences, elles apparaissent à la fin des années 70, elles sont pas toutes d'ailleurs évidentes. Il y a les trucs évidents, par exemple Aerosmith, Led Zeppelin, Kiss, bien sûr, les New York Dolls, David Bowie, énormément David Bowie. Je parle d'influence également visuelle. Ça, c'est vraiment les artistes qui ont marqué les premiers, enfin quand ils étaient gosses, quoi, les premiers membres de cette mouvance. Et où il y avait déjà, on retrouve déjà effectivement un mélange de ce qu'on va appeler le heavy metal, notamment par exemple sur Led Zepp, on peut tout à fait le déceler, quoi. Donc des solos assez agressif, et des arrangements voilà plus percutants, plus puissants que dans le rock traditionnel, et visuellement, enfin déjà une image qui est très travaillée, c'était le cas pour Led Zepp par exemple complètement, Aerosmith totalement aussi. Je pense à Queen aussi, qui est souvent cité, ça peut surprendre, mais en fait pas vraiment, parce que quand on écoute les premiers albums de Queen, il y a vraiment un côté hard rock. Donc ce travail de la mise en image qui est d'abord très travaillé, et ensuite qui choque, mais qui choque, mais pas comme le punk avait pu le faire par exemple. Là, on était plus dans une forme d'androgynie, des hommes avec les cheveux
très longs, mais pas juste très longs, parce que les hommes aux cheveux très longs, on en a dans le death metal, et ils ont rien d'androgyne, hein. Mais une androgynie travaillée et qui au fil des ans d'ailleurs va par moments complètement flirter avec le travestissement quasiment, c'est-à-dire vraiment, alors pas vestimentaire, hein, il n'y a pas de groupe sérieux de la scène glam metal où les mecs étaient en mini-jupe, mais on avait par contre pour ce qui est du visage, un véritable maquillage sérieux, entre guillemets, réservé d'ordinaire aux femmes. Donc là, par contre, l'influence de Bowie ou de trucs comme ça, c'est plus qu'évident. Il y a aussi quand même Alice Cooper, à qui je pense qui a joué un vrai rôle dans l'influence du mouvement glam metal. Mais Alice Cooper, par exemple, ne rentrait pas dans ce cadre-là, puisqu'on était dans un maquillage théâtral qui n'est pas du tout lié à une ambiguïté sexuelle. Alors que là oui. Alors, plus ou moins, parce que évidemment, au début, c'était assez soft. C'est un peu marrant parce que il y a eu vraiment une escalade et après, ça a complètement, il n'y a plus de limite. Par exemple, le maquillage d'un groupe comme Motley Crue, bien que extrêmement marqué, n'était évidemment pas le même que celui des années plus tard d'un groupe comme Poison, où moi je le montrais à quelqu'un, s'il n'était pas un peu au courant de ce qui se passait aux États-Unis musicalement, parce que aussi, du coup, mais c'est un peu logique, il suffisait que les mecs soient un peu beaux, avec des traits fins, quoi. Bon bah si tu te laisses pousser les cheveux hyper longs et que tu te maquilles convenablement, oui, tu vas ressembler à une fille. Et pas à Roger déguisé en fille, je veux dire. Bref, donc ça c'était drôle. Et ça, voilà, ça c'était fascinant. Moi j'étais quand même clairement fasciné par l'androgynie parce que je trouvais que c'était super beau, quoi. Je trouvais déjà ça super beau chez Duran Duran, qui jouait à fond dessus, vraiment bien, quoi. Même chez Michael qui commençait aussi à vraiment s'exposer les cheveux et à se maquiller vraiment. Et d'ailleurs il y avait voilà pas mal de personnes qui commençaient à dire non c'est pas qu'il devient blanc, c'est qu'il devient femme. Donc c'était pas nouveau pour moi, mais par contre je trouvais que c'était super intéressant parce que c'était associé à quelque chose d'extrêmement, j'allais dire viril, mais extrêmement brutal, parce que c'est pas tellement viril, mais brutal. Je trouvais intéressant ce travail du style associé à une forme de violence qui aurait pu sembler, en tout cas de premier abord, totalement inapproprié. Je fais quand même diviser en deux vagues, c'est ce que disent la plupart des gens, hein. Il y a eu deux vagues. La première vague, c'est l'apparition vraiment, mais l'apparition avec une forme de reconnaissance. Donc là, on pourrait citer Motley Crue, j'en ai parlé. C'est là que sortent aussi les premiers albums de Wasp, de Dokken, donc Def Leppard également, et Bon Jovi aussi. C'est-à-dire entre 81, je dirais, et 85. Donc tous, alors attention parce que tous ne correspondaient pas, évidemment, il y a eu une explosion de tellement de groupes, je vous montrerai mes CD, il y avait déjà des sous-sections, même dans cette scène-là. C'est-à-dire que même s'ils étaient potes et qu'ils se connaissaient, par exemple les mecs de Rat qui étaient potes avec Blackie Lawless, de Wasp ou de Dokken, dans la scène, les fans, t'avais des fans de Wasp qui pouvaient pas saquer Bon Jovi par exemple, parce que Wasp était plus violent, plus crade, même si musicalement c'était quand même très mélodique. Enfin voilà, donc il y avait comme, mais c'est comme dans toutes les scènes, hein. T'as des sous-sections et dedans tu trouveras toujours des gens qui se font la guerre entre eux. Enfin voilà, c'est toujours comme ça. Donc ça c'est l'apparition et ça s'est installé, ça a commencé à vraiment gonfler aux États-Unis. Alors moi je m'en rendais compte parce que donc je me tenais au courant par les magazines en fait, et les magazines rendaient compte de ce qui se passait aux États-Unis. Et aux États-Unis, les chiffres de vente atteignaient des scores anormaux en fait par rapport à un sous-genre, enfin un style qui n'était pas censé être populaire. Et donc moi je voyais ça et forcément les majors sans état d'âme se sont mises à signer de plus en plus de groupes qui apparaissaient en fait, hein, et qui appartenaient à cette toute nouvelle mouvance parce que les ventes et la demande aussi, la demande du public américain était énorme. Donc on a vu pendant des années des groupes apparaître, mais réellement hein, devenir numéro 1 aux États-Unis, allez en 1 mois ou 2 mois d'existence, je veux dire, c'était complètement fou. Un phénomène marrant également, c'est que pas mal d'artistes ou de groupes qui avaient été dans les années fin 70, par exemple des influences de tous ces jeunes là qui créaient ce nouveau mouvement glam metal, se sont retrouvés eux-mêmes influencés, ou en tout cas obligés de rejoindre, on va dire, le chemin quoi, pour être performants en fait, notamment en termes de vente, etc. Donc se sont retrouvés en fait, entre guillemets, influencés par ceux qu'ils avaient eux-mêmes influencés. C'est assez comique. Il y a des cas flagrants, voilà, où ils exploitaient les codes du moment. Par exemple, Kiss, évidemment, Aerosmith, totalement, Alice Cooper également avec l'album Trash, mais aussi, je parlais de Judas Priest tout à l'heure, enfin, tout d'un coup, Judas Priest, ils se sont mis à faire des refrains
ultra pop avec des énormes nappes de synthé et tout. Enfin, il y a pas mal de fans qui comprenaient pas ce qui se passait, quoi. Et puis aussi certains à qui ça a limite sauvé la vie. Enfin, je pense à Whitesnake, qui était un groupe des années 70 qui arrivait pas à décoller, à qui il est arrivé un milliard de catastrophes. Enfin, je pense à David Coverdale, et qui en 87, donc en plus sur la fin vraiment du mouvement, a explosé complètement et a été numéro 1 aux États-Unis, vendu des millions d'albums. Enfin, c'est complètement ouf, quoi. Donc après, il y a eu ce qu'on appelle la seconde vague. La seconde vague, c'est de 86, 7 à la fin, donc à 91, et c'est la période d'hystérie en fait complète aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est le moment où toute l'Europe, enfin à quelques rares exceptions près, était au courant de ce qui se passait, mais ne vivait pas la même situation. La situation, c'était que aux États-Unis, tous les plus gros vendeurs de disques étaient de la scène heavy metal. Donc c'était fou. C'était complètement dingue. Alors on peut citer, donc bon, Bon Jovi faisait partie des rares groupes dont le succès était vraiment planétaire, même si en France, comme d'habitude, avec la scène heavy metal, on était le mouton noir à ne pas suivre le mouvement, etc. parce que le hard rock n'a jamais marché en France. Bon, maintenant ça va mieux, mais à l'époque c'était vraiment compliqué. Les chiffres de vente de Bon Jovi, c'était juste dingo. On a eu Def Leppard avec l'album Hysteria, comme qui s'est vendu à 12 millions d'exemplaires uniquement aux États-Unis. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte de ce que ça représente, 12 millions d'exemplaires juste sur le sol américain. Il y avait Europe aussi, dont je sais plus qui m'a parlé d'ailleurs il y a pas longtemps, qui était numéro 1. Alors eux par contre dans presque 30 pays, avec Final Countdown, c'est vraiment l'exemple parfait d'une chanson de glam metal en fait, très FM, mais avec un solo purement heavy metal. Et on avait également Guns N' Roses. Alors, que je dissocierais évidemment du mouvement glam metal, auquel le groupe n'appartient pas et dont il ne s'est évidemment logiquement jamais revendiqué, même si quand on voit les toutes premières photos du groupe, ils avaient totalement le look, notamment Axl Rose, il avait le look, il était maquillé comme une meuf, avec les cheveux en pétard, peroxydés, enfin c'est super drôle. Lui par contre vient de cette scène, Guns non. Guns représente l'explosion du heavy metal au sens un peu plus général et de manière complètement folle. Après, il y a eu aussi donc 1 milliard de signatures de tout petits groupes qui apparaissaient, dont la plupart vraiment venaient de se former. Enfin, c'est ça qui est assez étonnant en fait. C'est comme si tu décides de former un groupe et allez, en 4-6 mois, t'es signé sur une major, tu sors ton premier disque et tu fais des tournées. C'est complètement fou. Alors, il y a eu beaucoup de migrations vers Los Angeles et principalement Hollywood, puisque c'est là, enfin que la scène en fait était la plus vivante, et où donc les groupes allaient se produire tous les soirs. Enfin, c'est comme ça que Poison s'est fait repérer très rapidement, et plein d'autres groupes. Cinderella, j'ai mis magnifique t-shirt. Pareil, Cinderella venait de Philadelphie, je crois, mais ils ont fait le trajet exprès sur Los Angeles pour se faire repérer par une maison de disques et espérer être signés, etc. En fait, ils ont eu encore plus de chance que ça, parce qu'ils se sont fait repérer directement par John Bon Jovi, qui les a vus un soir dans un club et qui en a parlé en fait à sa maison de disques pour les faire signer. Comme quoi, c'était pas des enfoirés les mecs entre eux quand même, enfin pas tous. Donc à Los Angeles, on a vu beaucoup de groupes apparaître, et des groupes qui très rapidement bénéficiaient de sorties internationales, avec vraiment des clips avec des beaux clips quoi, avec des vrais budgets et tout. Et donc là, les groupes, il y en a eu vraiment énormément. C'était même compliqué on peut citer, alors Faster Pussycat, dont je parlais il y a pas longtemps, LA Guns, Poison totalement, donc Cinderella, et puis après plus tard il y a eu Warrant, on a eu aussi Skid Row, enfin la liste est vraiment très très longue, et pas mal ont eu énormément de succès durant ces années-là. Voilà, Skid Row par exemple, des millions d'albums vendus aux États-Unis, Warrant numéro 1 aux États-Unis également. Alors Poison, c'est complètement hallucinant, numéro 1 pendant je sais même plus combien de temps avec Every Rose As Its Thorn, et l'album Open Up and Say Ah qui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires uniquement aux États-Unis. Enfin voilà, donc c'est des trucs de fou. Les mecs étaient des méga stars. Voilà, ils passaient de dormir à 5 dans des chambres de bonne à Los Angeles, et tout d'un coup ils avaient des villas avec piscine, mais vraiment en l'espace d'un an ou deux quoi. Et donc ça foisonnait. Chaque mois on avait, mais vraiment sincèrement quoi, peut-être 5 ou 10 même parfois nouveaux groupes qui sortaient. C'est-à-dire que t'allais à la Fnac et t'avais 10 albums qui étaient les premiers disques de nouveaux groupes, quoi. C'était génial, ça n'arrêtait plus. Parce que même moi je me souviens que je demandais aux vendeurs de la Fnac et je disais prenez les nouveautés quoi, et je disais ça vous avez écouté, ça a l'air bien, c'est quel genre, c'était drôle quoi. Et puis les ersatz, donc c'est-à-dire que par exemple
Effectivement, on a eu les sous Poison par exemple, il y en a eu énormément. Alors quand je dis sous, c'est pas forcément péjoratif, parce que c'est, enfin, sous c'est péjoratif, pas. Alors quand je dis gros bâtard, c'est pas dans le mauvais sens, bah si si forcément. Ce que je veux dire c'est que c'était des groupes qui étaient influencés ou qui surfaient sur la vague très précise d'un certain groupe. Et par exemple, voilà, sans Poison, on n'aurait pas eu Petit Boy Floyd, dont je parlais l'autre jour, Tiger Tales, et puis bon, plein d'autres groupes, Tough, hein, des groupes voilà, qui, en tout cas, visuellement, exploitaient complètement les mêmes codes que Poison, et même dans leur musique, développaient quelque chose d'assez, entre guillemets, festif, c'est-à-dire que c'était pas un heavy metal agressif, c'est un heavy metal joyeux, on pourrait dire, FM, très pop, en fait, voilà, très pop. Et d'ailleurs, les mecs de Poison étaient fans de Duran Duran. Enfin, après, tu trouves, dès que tu creuses, tu comprends plein de trucs, ça qui est assez intéressant aussi, quoi. Moi, là-dedans, j'étais heureux, je me gavais de musique, mais vraiment, j'avais aucune limite, quoi. J'en écoutais non-stop, et c'est devenu pendant pas mal d'années quand même 90% de tout ce que j'écoutais. C'est-à-dire que j'ai toujours continué à écouter d'autres choses à côté. Je restais très fan, par exemple de Michael, de Prince. Je continuais d'écouter Depeche Mode, je continuais d'écouter des trucs de pop autres, enfin voilà, hein, qui sortaient et tout. Je suis jamais enfermé dans un carcan, quoi. Mais ça correspondait à beaucoup, enfin à beaucoup de mes sensibilités à cette période de ma vie, quoi. Et bon, en plus j'étais super en colère contre plein de trucs, donc ça me parlait à ce niveau-là aussi, quoi. Et j'étais complètement sidéré, en fait. J'étais sidéré parce que chez moi, en France, je montrais les trucs, les gens me riaient au nez. J'avais honte d'être français, vraiment, parce que je voyais qu'aux États-Unis, ça dominait tout. Tout, tout, tout. C'est-à-dire que, voilà, il y a le cas, aujourd'hui on sait par exemple que une partie de l'industrie qui n'était pas contente, par exemple des gens conservateurs, etc., a essayé plusieurs reprises de mettre des bâtons dans les roues de ce raz-de-marée, voilà, qui en plus du coup représentait enfin, des milliards de dollars de recettes, enfin, au total, enfin, c'était complètement inouï, quoi. Ouais, il y a le cas célèbre de l'album de Motley Crue, Girls, 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 sorti en 87, qui a été numéro 2 juste derrière l'album de Whitney Houston. Or, on sait depuis que ça a été tronqué, en fait, pour empêcher Motley Crue d'être numéro 1 devant une artiste ultra consensuelle comme Whitney Houston, voilà, qui plaisait aux grands-mères, machin. Alors qu'en plus, cet album de Motley Crue, c'était vraiment tous les clichés du heavy metal, voilà, à tous les niveaux. Et voilà, et on a appris en fait par la suite que Motley Crue avait vendu plus de disques que Whitney Houston à ce moment-là, et qui en fait factuellement, mathématiquement, ils étaient numéro 1. Mais suite à des très étranges magouilles, ils se sont retrouvés numéro 2. C'est horrible, hein, du coup. Nick Six il se marre quand il en parle aujourd'hui, parce que par la suite, ils vont être numéro 1 au Billboard, enfin aux États-Unis, avec Dr. Feelgood. Mais en réalité, ils ont été, en termes de vente, ils ont été 2 fois numéro 1. Bon, ça c'était avant 91, je crois c'est en 91 que toute la façon dont est régi le Billboard a changé, et où il est plus du tout possible de fausser les résultats. Le Billboard, c'est donc c'est l'organisme qui rend compte des ventes officielles, voilà, aux États-Unis, une sorte de top 50. On a vu aussi, et ça c'était assez, j'allais dire triste, mais c'est qu'on a vu aussi plein de groupes apparaître, mais vraiment sortis de nulle part, directement signés sur des énormes labels, et sortir des premiers albums avec des singles directement numéro 1 aux États-Unis, mais vraiment en heavy rotation, comme ils disent, matraqués quoi, sur les ondes américaines, etc. Et qui, juste après, ne sont pas parvenus à se maintenir à flot et ont totalement disparu, mais en l'espace de vraiment d'un an. Par exemple, en un an, tu formes ton groupe, t'es signé, t'es numéro 1 aux États-Unis, et tu coules. C'est-à-dire qu'après, à la fin de l'année, tu vends plus rien, tu n'intéresses plus personne, tout le monde t'a oublié, on est passé à autre chose. Parce qu'en fait, il y avait trop d'artistes qui étaient signés, il y avait trop d'albums qui sortaient. Donc en fait, comment dire, pour réussir à maintenir des ventes intéressantes pour ton label, quoi, fallait vraiment vraiment avoir du bol, être bon, te bagarrer, enfin c'est très compliqué, quoi. Et pour pas faire une vidéo de 4 heures, je vais arriver à la fin. Donc la fin ultra rapide aussi, hein, et brutale, à partir de
vraiment de 91, on peut dire, hein. C'est-à-dire voilà, au moment de l'explosion du grunge, hein, clairement, hein. Quand Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et quelques autres, enfin principalement comme ces groupes-là, ont défoncé tous les charts, enfin sont devenus vraiment voilà des références, etc. Ils ont éjecté en fait toute cette scène glam metal, puisque ils ont proposé une approche totalement différente de la colère par la musique, puisqu'en fait un autre truc quand même, c'était que voilà, Nirvana, et d'ailleurs Nirvana au tout début, je m'en souviens parfaitement bien, c'était orion hard rock. Nirvana, c'était violent, c'est-à-dire que si je faisais écouter ça à quelqu'un qui peut pas saquer le hard rock, elle tenait même pas 2 secondes. Je parle surtout du premier album de Nirvana, pas tellement de Nevermind, même si c'est pas beaucoup mieux. Et puis Soundgarden pareil, tout ça. Mais c'était une violence musicale dépressive ce coup-ci. Voilà. Donc et ça a ringardisé, on pourrait dire. En fait, l'humeur était plus à la fête. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pareil parce que c'est à ce moment-là aussi l'explosion de Nine Inch Nails. Enfin, parce que moi, j'étais plus passionné par Nine Inch Nails que par le grunge. Je crois que je vous ai déjà raconté, j'ai découvert Nine Inch Nails en 89, hein, fin 89, dès la sortie du premier maxi, Down in It. Puis après, l'album Petite Machine quelques semaines plus tard. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai découvert Nine Inch Nails, enfin, voilà quoi, je suis passé à autre chose en fait. Donc voilà, j'écoutais encore Guns, mais le reste, bref. Donc voilà, donc ça a été vraiment la fin terrible pour tous ces groupes qui s'étaient habitués à gagner des millions de dollars chaque année en faisant des tournées de stade et tout, et où tout d'un coup le public n'était plus là. Et pour conclure, je suis obligé de quand même parler du revival, parce que c'est vrai que vers la fin des années 2007, 8, 9, on va dire à peu près, hein, il y a eu une demande à nouveau du public, et aux États-Unis principalement, il faut quand même dire les choses, mais suffisant pour permettre à pas mal de ces groupes de se reformer, ou pour ceux qui vraiment avaient réussi à pas couler, de renouer avec une forme de succès. Vraiment, il y a quand même pas mal de groupes qui avaient splitté carrément et qui voilà avaient des jobs alimentaires. Enfin voilà, la fête était finie quoi, vraiment. Et là, tout d'un coup, ils ont pu se reformer et à nouveau vivre de leur musique. Alors beaucoup moins bien que dans les années 80, mais quand même, c'est suffisant pour être fabuleux quoi. Alors là, ouais, je pense à plein de groupes, hein, mais il y en a énormément qui se sont reformés vers ces années-là, qui étaient des petits groupes souvent, mais qui avaient eu par exemple là justement un tube, mais pas grand-chose d'autre, et qui depuis vivent comme ça et sortent des disques, etc. Enfin, c'est assez cool. Et là, bon, là, avec, j'allais dire le retour, mais c'est pas vraiment un retour, parce que ça fait trop longtemps que les années 80 domine énormément de tout ce qui se fait artistiquement parlant voilà dans le monde. Mais voilà, quand on voit voilà, même bon, sur Peacemaker, je me suis amusé, mais il y a énormément d'autres exemples où on sent que dès que tu fais des clins d'œil aux années 80 ou des choses comme ça, ou que tu parles d'une partie de la culture musicale de cette période-là, bah c'est difficile de pas t'intéresser du coup au phénomène glam metal. Et donc depuis, c'est vrai que c'est un peu constant, on a régulièrement voilà des choses qui sont liées à ça, et ça fait super plaisir. Alors moi, ça me fait super plaisir évidemment, normal. Mais moi je trouve ça très cool. C'était propre à une époque, hein, là, vraiment, hein, parce que moi je raconte, et c'était ce qui était drôle, c'était vraiment, enfin drôle, avec le recul quoi, c'est l'incompréhension de certaines personnes, y compris des gens qui auraient dû comprendre. Moi je me souviens quand même de mon père, enfin quand j'étais ado, donc voilà, j'avais 14 ans, 15 ans, j'ai des photos que je vous montrerai si ça en amuse certains, le mépris était profond. Moi je me faisais vraiment insulté par mon père par exemple. C'est une forme de dégoût, enfin, il me trouvait pathétique, enfin ridicule, enfin voilà, c'était complètement méprisant, enfin on dirait du shaming, je sais pas quoi aujourd'hui. Et alors que mon père, fan à mort des Stones quand il était ado, enfin ultra fan de Bowie, enfin mais d'où tu te ramènes à me faire la morale que si j'ai les cheveux longs, c'est pas bien. Enfin mais lol quoi. Après voilà, hein, c'est le cas de plein de trucs. Mais c'est-à-dire que il y avait même des gens voilà qui disaient mais du coup ils sont tous gays quoi. Enfin ils comprenaient pas que des femmes aux États-Unis par exemple soient attirées par des mecs qui ressemblent à des meufs. Enfin toute proportion gardée évidemment. Et je sais plus qui m'a rappelé d'ailleurs cette phrase hilarante et tellement pertinente dans Peacemaker. À l'époque, enfin quand t'étais un mec, fallait vraiment avoir des couilles pour ressembler à une meuf. Je sais plus ce que c'est la tournure, mais c'est excellent. Et c'est vrai que les mecs étaient des sex symboles en fait. Donc en fait
Enfin, les meufs, ça défilait à un rythme, en plus c'était des années, voilà, c'était très décomplexé, quoi. Donc ces mecs-là, oui, en termes de conquête féminine, c'était juste hallucinant, quoi. Mais il y en a qui comprenaient pas que les plus belles nanas se mettent avec des types qui ressemblent à ça et qui ont les cheveux aussi longs qu'elles et qui utilisent le même mascara. Enfin, c'est drôle, quoi. Moi, ça me faisait rire. Je trouvais ça tellement génial. Mais je trouvais ça génial parce que par contre, ce qui était drôle aussi, moi je trouve, c'était comme on voit dans les vieilles interviews, quoi, c'est que ces mecs-là avaient cette tronche, mais ils étaient pas du tout efféminés ou coquets ou maniérés dans leur façon d'être. C'est-à-dire que voilà, dès qu'ils ouvraient la bouche, on se disait ah ouais, en fait c'est des gros bourrins, mais ils avaient ce look. Et là, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Bon, c'est pas une fois de plus, hein, c'était juste une vidéo pour parler un peu de cette passion, de cet amour-là, qui a eu un rôle hyper important dans ma vie quand même. Et il y a encore, enfin je le dis régulièrement, hein, mais il y a beaucoup de groupes que j'aime toujours énormément. Alors certains, oui, je vois que c'était pas de grande qualité, mais qu'importe en fait. C'est de la même façon que tu peux adorer un plat qui ne nécessite pas que ce soit fait par un chef. Voilà, j'écoute pas que ça, mais par contre ça reste une musique que j'adore et qui me file la patate. Et il y a quand même beaucoup de choses où je réalise, surtout avec la pauvreté musicale à mes yeux, hein, qui nous inonde depuis quelques années. C'est vraiment à se mettre une balle, hein, enfin tellement globalement le niveau est à chier, je trouve. Je ressors des trucs qui soi-disant étaient pas super quali et en plus étaient vraiment dans le côté le bas du panier, on va dire, de cette scène-là, glam metal. Bah je m'excuse, hein, mais il y a des lignes mélodiques bien plus inspirées, des mecs qui jouent mieux. Oui, parce que par contre quand même c'était une scène assez, c'est le paradoxe d'ailleurs, hein, c'est que c'était une scène assez exigeante. Et je sais plus c'est qui, je sais plus si c'est Eric Clapton qui avait dit ça. On lui avait demandé est-ce que c'est pas un peu ridicule quand même tous ces groupes de hard rock, voilà, là maquillés comme des meufs qui jouent n'importe comment et qui vendent des millions de disques et tout. Et il avait dit ouais, alors le look, bon chacun ses goûts, mais par contre c'est un style musical qui exige d'être vraiment bon en fait pour savoir y jouer, quoi. Donc il disait non, non, les mecs ils ont beaucoup bossé. Ils ont peut-être pas l'air avec leur collant moule bite rose fluo et les cheveux gominés, etc. Mais pour arriver à ça, les mecs c'est des vrais musiciens, ils bossent de ouf, quoi. Et oui, oui, oui. Alors moi par contre je m'en rendais compte, hein, j'ai fait un peu de guitare quand j'étais ado. Quand je voyais les lignes de guitare des morceaux, mais même de Poison, tout ça, mais amuse-toi, hein. Tout le monde n'est pas Sissy DeVille. T'avais quand même globalement un niveau qui était assez élevé. Et où par contre dans le rock classique ou même la pop, t'as pas du tout besoin d'être bon au même stade, quoi. Donc voilà, j'arrête là. Je vais vous faire subir les quelques vinyles qui me restent, parce que je crois que enfin j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. J'avais à l'époque donc tout en vinyle. Parce que j'achetais des vinyles évidemment. Et ma belle-mère a tout donné dans mon dos en fait. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti vivre à Londres un an, un peu plus d'un an. Et quand et donc j'avais rangé toutes mes affaires dans la cave de la maison de mon père, dans des cartons bien et tout. Et je suis revenu et j'ai dit mais où sont les vinyles, et ma belle-mère m'a dit oh ça prenait tellement de place. Je me suis dit de toute façon ça t'intéressait plus, on a tout donné. Enfin, j'ai tout donné. Elle, c'était vraiment elle. Donc voilà, donc je l'ai assassiné, je suis allé en prison, mais très drôle. Donc voilà, donc j'ai tout perdu. Et alors, miracle, il y en avait quelques-uns qui étaient dans un carton qu'elle n'a pas vu. donc il m'en restait quelques-uns. Donc j'ai quand même des vinyles qui sont d'époque. Je vais vous les montrer. Puis surtout, quand même racheté en CD. Et voilà, j'ai même quelques cassettes. Je vous ferai, je vais tout vous montrer de toute façon. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai pris le smartphone parce que ça va être plus pratique pour moi. Je vais commencer par les vinyles et je vais vous épargner les descriptions de chaque groupe parce que sinon, puis en plus je pense que il y en a pas mal pour qui ce sera totalement inintéressant. Donc je vais vous passer les trucs à la cool et sans trop traîner. Alors, premier vinyle Black and Blue, l'album Nasty Nasty, voilà. Bonfire Fireworks. Je vous laisse vous régaler. Alors, Bon Jovi. Ça, c'est quand même la première. Alors, parfois, il y a quand même un truc à dire. Donc, là, c'est la toute première édition qui a été censurée quelques semaines après la sortie du disque. Ça semble fou, hein, mais ça a été censuré. Et donc depuis, il n'y a eu que la version avec le mur, enfin une pochette en plus vraiment très moche, qui a été commercialisée. Hop. Lay Your Hands on Me,
maxi de Bon Jovi avec, bon, là, c'était une édition limitée avec un poster à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, il y avait la version Runaway en live enregistrée au Zénith à Paris. Le poster est dedans, encore, normalement. Oui, il est dedans. Bon Jovi Borderline, un inédit en fait qui est sur aucun album, et ça c'est un import japonais si ma mémoire est bonne. Ouais, tout à fait. Et voilà, track listing qui est de ouf hein, pour l'époque, puisque tu avais donc des lives et des inédits. Donc c'était complètement ouf. Et avant Internet donc, hein, évidemment. Bonne édition ultra collector avec les lives de Living on a Prayer et You Give Love Bad Name. De mémoire à l'intérieur, c'était assez beau aussi. Bon Jovi, j'étais extrêmement fan de Bon Jovi au début, voilà, jusqu'à New Jersey. Après, le groupe a changé, enfin, c'était beaucoup plus pop rock que hard rock, donc j'aimais beaucoup moins. Living in Sin, avec, et par contre, on était à chaque fois assez gâtés parce que sur les maxi, t'avais des inédits et des lives, donc ça c'était assez cool. L'album New Jersey, justement. Ah, Cinderella. Voilà, Night Songs. Un de mes albums préférés de la scène métal, tout simplement. Long Cold Winter, le deuxième album studio de Cinderella. C'est après que j'ai commencé, moi, à lâcher un peu l'affaire, parce qu'ils ont viré vers un, pardon, vers un hard rock beaucoup plus bluesy. C'était bien, hein, mais bon, d'ailleurs, ça, c'est les deux albums qui se sont extrêmement bien vendus. C'est par la suite, ils ont vendu énormément moins, et bon, bah, il n'y a pas de mystère, quoi. Alice Cooper, le maxi de House of Fire. Avec des lives, il me semble, hein, voilà. L'album Constrictor, mon album préféré d'Alice Cooper. Et c'est d'ailleurs l'album par lequel j'ai découvert Alice Cooper. Parce que moi j'ai découvert par la BO de... Il me semblait qu'il y avait un truc assez cool dedans. Ah ouais, voilà. J'ai découvert par la BO du Vendredi 13. Def Leppard Hysteria, qu'on ne présente pas ou plus. Alice Cooper is Back, The Man Behind the Mask. Donc justement, voilà la BO de Jason. Pochette de ouf. Ultra fan. Ah, cette chanson, mais tellement dingue. Avec cette basse, enfin, elle est funky, quoi. Dokken, Tooth and Nail, voilà. Dokken, un de mes groupes préférés de la scène métal. Dokken, la BO de Dream Warrior. Voilà. Belle photo avec Kruger. Sur le tournage du clip de mémoire. Dokken, Back for the Attack. Magnifique album. De toute façon, enfin, bon, moi, ce groupe... Le double live de Dokken, Beast from the East. Hyper lourd. Fate, alors voilà un groupe, je crois que j'en ai même jamais parlé, petit groupe, mais voilà, qui a fait sa carrière, mine de rien, dans son coin, et que moi j'aimais beaucoup. Enfin, je dis petit groupe, mais voilà l'exemple parfait de ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand même chez Capitol EMI, hein, enfin donc c'était des... Voilà, c'était tout de suite des grosses signatures, hein. Cruising for Brushing. Alors Fate c'était très festif, comme vous pouvez vous en rendre compte, hein, on n'est pas dans le... on n'est pas dans la darkitude, hein. Voilà, mon album préféré, A Matter of Attitude, de Fate aussi. Ace Frehley, Frehley's Comet. Magnifique disque. Vraiment beaucoup, beaucoup. Le Live Plus One. Toujours de Frehley's Comet. Le maxi de Sweet Child O' Mine
avec quelques titres en plus en live. Guns N' Roses, pareil, encore un maxi, pareil, avec des lives. Kiss, le best-of, enfin, un des milliards de best-of. L'album de Motley que je vous ai déjà montré, donc bon, je remonte là, mais c'est... Voilà, je vous l'ai déjà montré. Theater of Pain. J'aimais beaucoup toutes les séances photos qui ont été faites. Il y avait ça défonçait quoi. Moi, je regardais ça, c'était comme mater des super-héros. Faut vraiment se remettre dans le contexte. Girls, 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 donc l'album dont je parlais tout à l'heure. Dr. Feelgood. Celui qui a été là par contre officiellement numéro 1 des ventes aux États-Unis. Le premier numéro 1 au Billboard américain pour Motley. Poison, Open Up and Say Ah, dont j'ai parlé tout à l'heure. Plus d'8 millions d'albums vendus aux États-Unis. Donc ça c'est l'édition limitée Picture Disc, voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai sauf erreur, oui voilà. Également la version normale. Alors normale mais non censurée, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont censuré la langue. La langue était trop longue, c'était trop cochon en fait. Donc ils ont censuré la langue. Enfin, ils ont censuré la couve quoi. Magnifique, t'as des photos de taré, les séances photos, mais c'était incroyable, franchement, mais ça, franchement, je suis un peu pas nostalgique, mais c'était l'habillage, enfin la mise en image, l'habillage, tout ça, c'était ultra soigné. C'était pour ça aussi. Enfin, c'est un des trucs que j'adore chez Ghost, quoi. C'est que toute l'imagerie est ultra travaillée, quoi. Voilà le maxi de Every Rose As Its Thorn avec un inédit. Gatefold, édition vraiment super belle. Même à l'intérieur d'ailleurs c'est ultra classe et tout. Donc, voilà, le plus gros tube de Poison qui est resté numéro 1 des ventes aux États-Unis pendant je sais même plus combien de temps. C'était interminable, un vrai triomphe quoi. Pretty Boy Floyd, dont je vous ai parlé, je vous avais pas montré ce maxi d'ailleurs, dans la vidéo de la Peacemaker. Un de mes albums de heavy metal préférés au monde, Dancing Undercover de Rat. Mais bon, Rat, c'est... J'en ai déjà parlé, hein, la voix de Stephen Percy et les arrangements, tout ça. Tiger Tales, alors le groupe vraiment, c'est le plaisir coupable ce truc. Mais toujours adoré, mais putain. Voilà, même moi je me marre. Mais je trouve ça génial. Voilà. C'est comme des délires de sale gosse, quoi. Le maxi Tiger Tales, Living Without You, un import Musidisc, dis donc, excellent. Avec ce logo que j'adorais, j'avais un t-shirt avec ça. Voilà, là c'est exactement ce que je disais tout à l'heure que j'adorais, enfin hier soir en fait. C'est le mélange enfin ça et la violence de ce truc-là qui te fait un doigt quoi. Je trouve ça génial. Absolument génial. Il était très beau ce maxi, dis donc, j'avais un peu oublié. Et alors le mec qui a créé ce personnage et qui faisait toutes les illustrations de mémoire, c'était Pepsi Tate, donc c'était lui, qui était en fait un graphiste, enfin un illustrateur, voilà. Tiger Test j'aimais vraiment beaucoup, et donc c'était dans les cartons que ma belle-mère a loupé, donc du coup je les ai encore, parce qu'en plus ça c'est des trucs qui coûtent assez cher maintenant évidemment. Tiger Tales, pareil, un maxi de Love. Ah bah voilà, là il avait carrément signé Pepsi. Love Bomb Baby.
Tiger Tales, c'est le dernier. Berserk, c'est le dernier album d'ailleurs d'eux que j'ai vraiment adoré. Après, il y a eu pas mal de changements et puis pareil, quoi, l'arrivée du grunge, tout ça. Donc en fait, les groupes qui ont continué à sortir des disques ont changé un peu leur style et bah, moi j'aimais plus du tout quoi. Voilà, magnifique Gatefold de taré quoi. Même à l'intérieur, ah ouais, non mais là ils avaient vraiment mis le paquet. Là, tout le design, je trouve ça de ouf, de ouf, de ouf. Et en plus, je sais pas si on voit, mais enfin, c'est vraiment doré, enfin bon, bref, enfin argenté, pardon. Tobruk, un groupe totalement méconnu, voilà, c'est un peu comme Fate ou Black and Blue. Wild on the Run, magnifique disque de hard mélodique, un peu mélancolique, mais c'est magnifique quoi. Quand même bien puissant. C'était chez Parlophone. Alors les treats, je vous les ai montrés, donc je vous les épargne. Voilà, faire très vite. Là, on arrive à la fin. Hein. Il me reste vraiment pas grand-chose, hein, j'avais prévenu. Wasp, 95 Nasty, Maxi. Wasp, un groupe que j'ai toujours adoré. J'ai toujours adoré la voix de Blackie Lawless et puis les mélodies, enfin la puissance des mélodies quoi. Voilà, Picture Disc. C'était Minman ça. L'album The Headless Children. Et donc ça c'est la version non censurée, puisque d'ailleurs pareil il y a eu un problème avec cette pochette et elle a été retirée du marché très rapidement. Je ne me souviens plus trop quel était le problème, je crois que c'est... je crois que le problème c'est lui. Ou c'était le Cucus... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus quel était le premier. Il y a un personnage qui a été dégagé, parce que politiquement c'était pas possible de le laisser. Voilà, très bon disque, vraiment très bon disque. YNT, encore un groupe, putain la pochette est trop belle, j'avais oublié. Contagious, un album que j'aime beaucoup. Un groupe qui a jamais vraiment marché, mais qui a quand même sorti beaucoup de disques, c'est-à-dire qu'il a eu toute une carrière, mais sans jamais faire de vrais tubes, quoi. Et on en a fini des grands formats. Alors j'ai retrouvé quand même 3 45 tours qui étaient assez intéressants. Donc je vous ai juste déjà enlevé les sleeves pour vous montrer rapidement. Skid Row, Youth Gone Wild, parce que c'était une édition limitée avec poster. Skid Row, j'étais extrêmement fan, mais vraiment extrêmement fan. Voilà, donc vous aviez ça comme ça. J'ai un Poison, Nothing But a Good Time, pareil, les éditions limitées américaines en fait avec des posters. Donc là, c'est comme ça. Bret Michaels, toujours un toujours un régal visuellement, je veux dire. Poison, voilà. Le dernier, c'est encore Poison. Là, je crois que c'est je crois que c'était japonais, ça. Mais je me gourre peut-être. Ah non, je me gourre pas, c'est japonais. Donc voilà, même principe. Ah oui, il y avait même des autocollants avec celui-là. Et voilà, poster, un jour où je serais vraiment vénère, je me foutrais ça sous verre voilà, au mur. Et on va passer maintenant au CD. Et on démarre avec les CD. Aerosmith, Permanent Vacation. Ouais, Aerosmith encore. Pump. Nine Lives. Magnifique album. Vraiment, j'adore. Alors pourquoi ai-je mis Alice in Chains en heavy metal? Eh bien parce que... voilà. Andrew WK. Bang Tango. Alors Bang Tango, voilà encore un... C'est comme Faster Pussycat ou d'autres. Hein, groupe qui a jamais vraiment connu le succès, mais qui a quand même sorti pas mal d'albums. C'était magnifique cette couve. Et qui était pas mauvais du tout.
Blue Tears, alors là, là c'est vraiment les, les fans hardcore qui reconnaîtront, c'était un sous Bon Jovi, mais très bien fichu, avec des mélodies de ouf. En fait, Blue Tears, c'était étonnant parce que c'était ultra pompé sur Bon Jovi, Bon Jovi première époque, donc Bon Jovi des années 80, hein, pas du tout ce que c'est devenu par la suite. Mais c'était très réussi, un excellent travail de copie. Bon Jovi, le premier album que je vénère, j'adore ce disque. Ça, chef-d'œuvre aussi. Ça, voilà la pochette censurée dont je parlais tout à l'heure. Enfin, la pochette du coup qui a remplacé, pardon, celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec la demoiselle. Ah bah voilà, et voilà. Et alors ça, c'est assez dur à trouver. Je sais même plus comment je l'ai retrouvé. Et voilà. Et donc ça, c'est l'édition avec pochette interdite depuis. New Jersey. Keep the Faith. These Days. Il faut savoir que Bon Jovi, même quand, enfin, ça m'a mis un petit moment à lâcher l'affaire en fait. Bounce. Parce qu'il y a quand même eu pas mal d'albums où t'avais toujours un ou deux titres qui étaient bons, quoi. Mais bon, il y a un moment, voilà, là par exemple, là j'avais arrêté. Après celui-là, j'ai plus rien. Black and Blue, donc un groupe obscur que j'adore, mais vraiment que j'adore. Là j'ai tout, hein. Black and Blue, j'ai tout. Là, vous reconnaissez, celui-là, j'ai encore la version vinyle. Voilà, c'est mon album préféré de Black and Blue. Produit d'ailleurs par Gene Simmons, de Kiss, bien sûr. La soundtrack de Black Roses, avec uniquement du heavy metal dessus. Bonfire, Fireworks. Bonfire, Point Blank. Chromoly, Angst. Cinderella, Night Songs. Long Cold Winter, bien sûr. Alice Cooper, Constrictor. Raise Your Fist and Yell. Trash. Hey Stupid. Cradle of Filth, Cookie and the Beast, c'est le seul album de Cradle of Filth que je possède, mais putain, il est excellent. D'habitude, c'est un style de métal que j'écoute pas du tout. Maxi CD de The Cult. Encore. L'album Love. Sonic Temple. Voilà, The Cult encore. D.A.D., excellent groupe. Toujours en activité, que j'aime beaucoup. Encore D.A.D. J'en ai pas mal, hein, parce que vraiment c'est très bon. Pochette horrible, mais l'album est très bon. D.A.D. encore. David Lee Roth, Hit 'em and Smile, j'en parlais l'autre jour d'ailleurs en vlog. Album génial. Skyscraper, fabuleux aussi. Dangerous Toys. Je crois que j'ai le deuxième album studio, après j'ai lâché l'affaire, mais les deux premiers sont très bons. Ah non, j'ai celui-là aussi, qui est très bon aussi. Ouais, j'ai les trois premiers albums en fait. Def Leppard, Pyromania, Hysteria, Dokken, Breaking the Chains, c'est en le tout premier. To the Nail. Peut-être mon album préféré de Dokken, Under Lock and Key. Back for the Attack. Le live au Japon. L'album solo de Don Dokken qui est excellent. Up from the Ashes. Europe, The Final Countdown. Jamais été très fan de Europe, mais cet album-là est très bon. Dans le genre, hein. Qu'on ne passe pas dire ce que j'ai pas dit.
ISO, super bon groupe asiatique, et l'album d'avant qui est encore meilleur, et que j'ai perdu en vinyle et qui en CD n'a jamais été réédité. On le trouve en import japonais hors de prix. Covenant, pas vraiment heavy metal pur, mais très bon quand même. Fate No More, Faster Pussycat, Faster Pussycat encore. Alors là, c'était un EP édition limitée qui était très cool. L'album version collector avec un immense poster, donc vous voyez un bout là. Whipped, très très bon disque de Faster Pussycat. Ça s'est sorti beaucoup plus tard, dans les années 2000 je crois, ou fin des années 90. Idem pour celui-ci, très très bon. Ça c'était après voilà qu'ils se sont vraiment reformés dans les années 2000, un peu comme voilà, ce dont je parlais tout à l'heure. Ça c'est de Newly Deads, c'est le groupe, le projet parallèle de Faster Pussycat, j'allais dire, de Tame Down, le leader de Faster Pussycat. Et c'est très 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 bon, et c'est un peu façon Nine Inch Nails des débuts quoi. Donc il y a beaucoup de synthé, c'est un peu indus quoi, indus gothique. Voilà, Newly Deads encore. La BO de Trick or Treat, enregistrée par le groupe Fastway. Ah bah du coup voilà, je l'avais mis au rayon, voilà, Fastway encore. Fate, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc là vous reconnaissez carrément les couves. Fisk, groupe français, que je trouvais très cool. Ça c'est l'album avec le chanteur qui avait changé, il me semble, il avait déjà changé là je crois, mais oui il avait déjà changé en fait. C'est un groupe français mais avec un chanteur américain. Voilà, Estrella, Second Sighting. The Front, super groupe, totalement méconnu mais très très bon. Girls School, Take a Bite, super super album. La couve est horrible mais l'album est très bon. Guns N' Roses, voilà. Ça c'est un pirate de Guns. Encore. Use Your Illusion, les deux évidemment. Spaghetti Incident. Le live. Encore un pirate live. Chinese Democracy que moi j'adore. Voilà, un album un peu décrié. Moi j'adore ce disque. Haywire, groupe de Ultra FM. Alors là on est vraiment, c'est vraiment limite pop, mais c'est super bon avec des mélodies de ouf. Couve ignoble, hein, on est d'accord. I Napoleon, c'était excellent et ça n'a duré le temps que je crois d'un seul album. Ils se sont fait virer tout de suite après de chez GFN. Judas Priest, voilà exactement la période dont je parlais tout à l'heure où les synthés sont arrivés, où les refrains sont devenus ultra catchy, enfin etc. etc. Très glam metal dans le voilà dans les codes. Kicks, très chouette groupe aussi. J'avais d'autres albums mais j'ai retrouvé que celui-là en CD avec le temps. Kingdom Come, ultra influencé par Led Zepp mais très bon. Kingdom Come encore. Lex Diamond, alors ça c'est vraiment très 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 peu connu. LA Guns, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure aussi. LA Guns encore. Ça c'est Hollywood Vampires et c'est une version en fait pareil avec un poster et des lunettes 3D carrément. Et d'ailleurs vous pouvez voir que c'est en fait les photos sont en 3D. Love Hate. Encore Love Hate, un groupe que j'adore, Love Hate. Très bon groupe. Ouais, j'en ai beaucoup. L7. Encore L7. Toujours L7. L7. Et L7. Putain, je me souvenais pas que j'en avais autant. Malfunction. Super groupe. Mother Love Bone. Donc c'était c'était le même chanteur qui est d'ailleurs décédé. Et donc ça c'est l'édition collector de l'album qui est avec beaucoup plus de titres. Ça c'est la version normale
Enfin, normal, je crois qu'il y a un gros poster. Ouais, voilà. Motley, on va les passer vite. Ouais, alors étrangement, en version CD, c'est cette couve-là. C'est pas comme sur le vinyle. Maxi de Primal Scream. Le maxi de Afraid. Voilà, Motley Crue, il y en a quand même beaucoup. Ozzy Osbourne. Black Rain, très bon disque. Best of. Le maxi de Dreamer. Ça fait erreur. Le duo avec sa fille. Voilà. Poison. Hop. Descendre un peu. Open Up and Say A. Ça c'est l'édition devenue ultra rare de Open Up and Say A avec donc c'est la version du tour australien avec donc des trucs à l'intérieur donc là je crois que ça se dépliait, c'est ça, et là vous aviez j'ai toujours donc des cartes en fait avec des photos du meilleur goût, hein, mais si comme on peut voir, c'était fabuleux. Que dire d'autre? Le live de Poison, Flesh and Blood, très bon disque. Hollywood, ouais, c'était correct, mais sans plus. Et après, moi, j'ai lâché l'affaire sur Poison, mais ce best-of est très bon. Double CD, et il est très, 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 très bon. Pretty Boy Floyd, donc je vous ai montré, il y avait d'ailleurs de mémoire un poster aussi. Ouais, non, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a des choses bien quand même, hein. T'achetais ça, t'étais content, enfin, t'étais gamin, putain, c'était ouf quoi, c'est complètement ouf. Mickey Rat, c'est le projet en fait pré-Rat en fait de Stephen Percy. Rat, premier album, deuxième album. Alors celui-là c'est un pur chef-d'œuvre. Celui-ci également évidemment. Reach for the Sky, ça c'est Detonator. Encore Rat. Arcade, c'est le projet parallèle qu'a fait Stephen Percy dans les années 90, il me semble, ou fin 80 peut-être. J'ai deux albums, il y a deux albums. Très sympa aussi, enfin ça sonne très rat. Hein. Rock's Gang, voilà, c'est que dire. Saxon. Scorpion, Savage Amusement, je crois que c'est le seul album que j'ai de Scorpion parce que par ailleurs c'est un groupe que j'ai jamais vraiment apprécié, mais ce disque là est très bon, il m'a beaucoup plu donc je l'avais acheté, mais c'est le seul. Shotgun Messiah, groupe que j'adore, avec Tim Skold qui a rejoint par la suite Marilyn Manson durant de longues années. Ça c'est le premier album, ça c'est le deuxième album de Shotgun Messiah, et ça c'est le troisième. Shy, voilà, encore un groupe. Voilà, totalement dans les codes de ce que je vous décris sur ce truc-là. Skid Row, c'est To The Grind. Steve Stevens, je vous ai montré il n'y a pas longtemps en vlog. L'album de Tesla, que j'aime beaucoup. The Trobs, totalement méconnu mais excellent. Tiger Tales, vous connaissez. La magnifique pochette du groupe. Voilà, l'album Berserk encore. Bones. Tobruk, dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est le même album qu'en vinyle, ils ont juste changé la couve, je ne sais pas pourquoi. Tweet, alors ils sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Hop, donc je vous les ai montrés. Pareil. Vein,
Magnifique disque, Warrant. Ah, celui-là, je l'adore, hein. Le suivant, beaucoup moins. Pourtant, c'est celui-là qui a vraiment le plus cartonné, me semble, aux États-Unis à l'époque, de mémoire. Wasp. Alors, Wasp, j'avais tout et j'ai tout perdu. Voilà, enfin, il me reste celui-ci et un autre. Mais en fait, j'adore presque toute la disco jusqu'à Headless Legion. Et celui-là aussi, très, très cool. D'ailleurs, il était marrant parce que, de mémoire, ouais, voilà. T'avais un truc, tu ouvrais comme ça. Et là, on arrive vraiment à la fin. Whitesnake, l'album 1987. Voilà, une tuerie. Voodoo X, le projet heavy metal de la fin des années 80 de Jean Beauvoir, donc Feel the Heat, Cobra, tout ça, d'ailleurs on reconnaît bien là. Et en dernier, l'album que je vous ai montré tout à l'heure d'ailleurs, que j'ai aussi encore en vinyle, de Yesterday and Today, YNT, Contagious. Et voilà, et c'est tout pour la ZIC. Et je réalise à l'instant que j'ai oublié Kiss. Je me disais, putain, c'est bizarre. Et en fait, c'est parce que là, vous voyez, il y a encore. Alors ça, vous le voyez pas parce que c'est pas derrière moi quand je fais des vidéos. Mais voilà, il y a encore fait le bordel partout, quoi, de toute façon. Et il y a une étagère, enfin, il y a plusieurs étagères, mais il y en a une qui est Kiss aussi, où là, il y a tous les DVD de Kiss. Et là, il y a les quelques CD que j'ai. Donc je vais quand même les montrer rapidement. On va dégager un peu. Voilà, le premier là. Le live. Live même. Voilà. Destroyer. Love Gun. Live 2. L'album solo de Gene Simmons. C'est le seul que j'ai parce que c'est le seul que j'apprécie vraiment. Le chef-d'œuvre Dynasty. Unmask que j'adore. Qui est ultra décrié mais que j'adore. Un peu pareil pour The Elder. Alors The Elder j'aime beaucoup moins que Unmasked, mais il y a quand même des chansons magnifiques dessus. Killers, Creatures of the Night, Lick It Up, Asylum, Crazy Night, le Best Of que j'ai en vinyle encore, ça c'est Hot in the Shades, Revenge, très bon, Alive 3, encore un Best Of. Le Unplugged, qui est très très cool, encore un best-of. Psycho Circus, la version limitée collector avec voilà, le truc qui change. Le Symphony machin là, Live 4. Sonic Boom. Et le dernier album studio, Monster. Ouais, c'est l'édition limitée de la tournée, voyage plus quoi. Ah oui, il y a un track en plus, il y a un bonus track qui en plus est absolument génial. Right here, right now. Et voilà. Et on va passer au bouquin, même si j'en avais déjà parlé, je crois, dans un vlog. On va passer très rapidement la biographie d'Axl Rose par Mick Wall, qui est absolument extraordinaire. Même si Axl Rose et pas trop joasse sur ce bouquin. L'autobiographie de Steven Tyler, l'autobiographie d'Ozzy, l'autobiographie de Stephen Pearcy, donc le chanteur de Rat, très 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 bon bouquin. L'autobiographie de Dave Mustaine, donc de Megadeth. Kiss, je vous avais voilà, montré. Kiss, la biographie officielle. L'autobiographie de Paul Stanley. L'autobiographie de Gene Simmons. Un bouquin de Gene Simmons. Erin Diaries, l'autobiographie de Nikki Sixx. Il faut que j'achète d'ailleurs 21, le nouveau bouquin de Nikki Sixx. Dirt de Motley Crue, donc, bien sûr. Marilyn Manson, je ne l'ai pas mis en heavy metal, c'est comme Nine Inch Nails et quelques autres groupes, c'est pour ça que j'ai pas passé les CD, parce que ça n'a rien à foutre là. Même si beaucoup de fans de heavy metal adorent Marilyn Manson. L'autobiographie de Sebastian Bach, donc le chanteur de Skid Row.
Ah oui, si, et alors un livre complètement dingo qui est extraordinaire, American Hair Metal, qui est donc un livre assez humoristique sur ces années, et c'est vraiment sur, voilà, sur la période, d'ailleurs, ouais, on voit tout de suite l'humour, et c'est, ah bah tiens, putain, le poster que j'ai montré tout à l'heure. Et c'est remarquable, donc c'est sur des origines, sur jusqu'aux plus grandes années. Il y a vraiment énormément de photos, enfin, il y a la bio chaque fois des groupes. C'est absolument extraordinaire. Enfin, quand on est ah bah, Faster Pussycat, c'est génial. C'est vraiment la Bible pour tous ces trucs-là. C'est un bouquin extraordinaire. Donc voilà pour les livres. Et je vais terminer avec les places de concert parce que j'en ai perdu pas mal, mais j'en ai encore quelques-unes. Voilà. Alors, hop, Wasp à l'Élysée-Montmartre en 89. Skid Row avec Love Hate en première partie 91. Guns N' Roses 2006, concert de ouf. Où ils étaient arrivés avec 2 heures de retard, mais pour se faire pardonner, ils ont terminé beaucoup plus tard. Putain, ça laisse rêveur, hein. Même pas 40 € la place. Kiss, Alice Cooper. Alice Cooper qui m'avait signé ma place. Bon Jovi. Encore Bon Jovi. Toujours Bon Jovi avec le magnifique logo de la 5. Énorme. Non, ça c'est pas du tout du hard rock. Def Leppard avec Poison qui devait ouvrir mais qui avait annulé en fait toute la section européenne de cette tournée parce que bah, ils étaient tellement successful aux États-Unis qu'ils faisaient la tournée des stades en tête d'affiche, etc., etc. Donc c'était absolument pas rentable de faire la première partie d'un autre groupe en Europe en plus, où en Europe Poison était totalement inconnu, enfin surtout en France. Donc j'ai été dégoûté parce qu'évidemment quand j'ai acheté le billet je me suis dit putain je vais voir Poison, j'étais trop content et voilà. Motley Crue avec Skid Row en première partie, le célèbre concert, enfin ceux qui y étaient se souviennent, mais où Skid Row était numéro 1 aux États-Unis à ce moment-là, et donc tous les fans de hard en France étaient surtout venus pour voir Skid Row. Et quand la première partie s'est terminée et que la salle s'est rallumée, le public continuait de hurler Skid Row, Skid Row, c'était incroyable. Et après on a appris que bah, évidemment Motley Crue n'avait pas trop apprécié. Monsters of Rock où Poison a annulé également. Elle a toujours été maudit avec Poison en fait. C'était quand même bien génial, hein. Mais voilà. Zodiac Mind Warp, pas vraiment en hard rock, mais un peu quand même. David Lee Roth avec Great White en première partie. Voilà. Plus c'est moche, plus c'est récent. Kiss. Cradle of Filth. White Lion. Putain. Je réalise, mais où sont mes CD de White Lion? Parce que j'ai au moins 3 albums. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai des CD dans des cartons, dans des placards, et lol. Donc voilà. Et dedans, il y a du heavy metal, c'est évident. Bref. Et Fisk, avec RTL. Excellent. 89. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai retrouvé. J'ai réalisé que j'avais oublié de vous montrer le vinyle de Trash que Alice Cooper m'avait très gentiment dédicacé parce qu'il est en fait il est au plafond. J'ai quelques vinyles en fait qui sont exposés au mur. Et je voulais aussi montrer quelques cassettes. J'en ai très très peu qui me restent. Quand même une cassette de Black and Blue. Et bien celle-ci, c'est vraiment le hasard. Je sais même pas pourquoi c'est celle-ci que j'ai quoi. Voilà, parce qu'elles ont survécu dans des cartons. Cinderella Long Cold Winter. Là j'ai Megadeth et je réalise d'ailleurs que mes albums de Megadeth ils doivent être pareils dans les cartons, dans les placards.
Nelson, putain, mais à hurler quoi. Ozzy Osbourne, Ordinary Man, j'avais commandé la version cassette sur internet. Wasp, The Electric Circus, Wasp, le Live in the Raw, Whitesnake, 1987, que j'avais acheté à l'origine en cassette parce que j'étais ado et j'avais été envoyé en Angleterre pour un séjour linguistique, je sais pas quoi là, et donc j'avais que mon Walkman. Et ZZ Top qui est là, mais c'est pas vraiment du hard rock, même si ça pourrait l'être d'une certaine façon. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'en profite pour faire un tout petit tour. Parce qu'il y en a qui me demandent des fois ça ressemble à quoi vu d'un peu plus loin, etc. Quelques affiches ici. Le joyeux bordel, le bureau qui est donc en fait un L, hein, c'est pour ça que voilà, il y a que deux ordi. Et la cam elle est ici, c'est pour ça qu'on voit sous cet angle. Et voilà, avec le magnifique Ultimate Warrior, la voiture de The Car. Bref, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.